Bonjour, je présente aujourd'hui la 46e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Elle se trouve dans la partie 4 de mon programme, sous forme papier pour l'imprimer ou le lire, sur le site internet Nikonov 2017. Et nous sommes toujours dans le deuxième principe de politique économique que j'ai commencé à développer, celui qui vise à réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. Cette 46e vidéo s'intitule « Gestion des entreprises nationales à l'échelon des établissements et des groupes ». Les entreprises privées ne seront pas le modèle des entreprises nationales. Elles sont même, ces entreprises privées, à de nombreux égards, un anti-modèle, tant nombre d'entre elles vivent sous perfusion de fonds publics, délocalisent, polluent, trichent sur les impôts, maltraitent leurs salariés. Les entreprises nationales, elles, ne sont pas liées par les règles de la concurrence, mais par une mission de service public et l'intérêt général. Dans certains cas, l'EPIC, établissements publics industriels et commerciaux, par décision du Parlement, peut vendre à perte si sa mission le justifie. Ce peut être le cas, par exemple, de la vente à perte de véhicules électriques par l'entreprise nationale Renault pendant une période limitée pour lancer cette forme de locomotion. Le but d'une telle décision serait d'inciter à la réinvention de l'industrie automobile. Un deuxième exemple peut être pris en matière de coopération internationale. Des ventes à perte peuvent être consenties dans le cadre d'une politique d'aide à l'équipement industriel de certains pays, concernant par exemple des machines-outils. La différence est alors comblée éventuellement par une dotation publique ou par l'entreprise nationale concernée si elle en a les moyens. La France étant sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce, ou étant sur le point de le faire, le droit communautaire européen et les règles de l'OMC ne s'appliquent plus sur son territoire. Commençons par le conseil d'administration du groupe dans une entreprise nationale. Un conseil d'administration de 22 membres dirige l'EPIC. Il est l'organe délibérant. Son rôle est de prendre les décisions stratégiques et de les faire appliquer par la direction générale du groupe et par les directions de chaque établissement dans le cadre du plan. Sa composition est tripartite. Des représentants de la nation, 12 représentants de la nation, 5 représentants des salariés, 5 des usagers. La raison de ces proportions tient au fait que ces entreprises étant nationales, elles doivent être dirigées par des représentants de la nation. Et ceux-ci sont composés de 2 députés désignés par l'Assemblée nationale et par 10 représentants de l'État désignés par les ministres concernés, 2 du ministère du Plan, 2 du ministère des Finances, des ministères de tutelle liés à l'activité de l'entreprise, 3, et puis 3 élus locaux des territoires sur lesquels se trouvent des sites de l'entreprise nationale. Les 5 représentants des salariés sont élus par le personnel des entreprises nationales sur liste syndicale à l'occasion d'élections spécifiques mais groupées. Les représentants des salariés au CA du groupe, les élections des représentants des salariés au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, les délégués du personnel des établissements, les délégués du personnel du groupe, les représentants syndicaux à la coordination des entreprises nationales, un sujet que je vais développer un peu plus loin. Les 5 représentants des usagers sont désignés par le ministre du Plan et les ministres de tutelle, selon des modalités à préciser. Il faudra discuter avec les intéressés. Le président du conseil d'administration est désigné par une commission ad hoc de l'Assemblée nationale sur la base de propositions de candidature précédées d'auditions publiques des candidats. La direction générale du groupe de l'entreprise nationale, comment s'organise-t-elle? Il y a d'abord le directeur général qui est nommé par le conseil d'administration sur proposition de son président. Il assure avec ses collaborateurs la direction exécutive,
Son rôle est de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration. Passons au comité d'établissement. Dans chaque établissement de plus de 50 salariés, un comité d'établissement, un CE, est mis en place selon les règles du droit commun, c'est le Code du travail, qui sont incluses dans le statut général des entreprises nationales. Il dispose d'un budget de 1% du chiffre d'affaires annuel de l'établissement. Les droits suivants lui sont accordés au-delà du Code du travail. Le président du CE est élu parmi les élus salariés du CE de chaque établissement. Le CE est saisi par la direction avant toute décision de nature économique ou financière concernant l'établissement. En cas de désaccord, le CE peut suspendre les décisions envisagées. Le conseil d'administration du groupe tient alors lieu d'instance d'arbitrage. La commission logement de chaque CE affecte les logements au personnel après accord du CE. En cas de désaccord, la direction de l'établissement peut faire appel auprès du CCE, Comité central d'entreprise, et de la direction générale du groupe. La commission égalité professionnelle de chaque CE propose au CE les mesures à prendre pour assurer l'égalité au sein de l'établissement. Elles prennent effet dès l'accord de la direction de l'établissement. En cas de désaccord, cette dernière peut faire appel auprès du CCE et de la direction générale du groupe. La commission formation de chaque CE propose le plan de formation au CE et le met en œuvre après accord de la direction de l'établissement. En cas de désaccord, cette dernière peut faire appel auprès du CCE et de la direction générale du groupe. Le CE dispose d'un droit suspensif en matière de concentration, fusion, acquisition, délocalisation, relocalisation, licenciement collectif, introduction de nouvelles technologies, modification de la durée ou de l'organisation du travail, modification du règlement intérieur, licenciement de représentants élus du personnel, investissement, aide publique affectant l'établissement. Passons maintenant au rôle et aux responsabilités aux droits du comité central d'entreprise. Dans les entreprises nationales à établissements multiples, un comité central d'entreprise est mis en place, le CCE. Il réunit les représentants élus des différents comités d'établissement. Ses fonctions sont celles définies par le Code du travail. Mais à celles-ci s'ajoutent de nouvelles compétences. Le CCE inclut les représentants de l'équivalent des CE des sites de l'entreprise nationale installés à l'étranger. Le président du CCE est élu parmi les élus salariés du CCE. Le CCE est saisi par la direction pour toute décision de nature économique ou financière concernant le groupe et dispose d'un droit suspensif. Le CCE dispose d'un droit suspensif, en effet, en matière économique et financière. Concentration, fusion, acquisition, délocalisation, relocalisation, licenciement collectif, introduction de nouvelles technologies, modification de la durée ou de l'organisation du travail, modification du règlement intérieur, licenciement de représentants élus du personnel, investissement, aide publique et encore bien d'autres choses. Le CCE peut saisir la Commission nationale technique paritaire, organisée à l'échelle de l'ensemble des entreprises nationales, faisant office d'instance d'appel. Le CCE, lui aussi, dispose d'un budget de 1% du chiffre d'affaires annuel du groupe. Il est élu sur liste syndicale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT. Les missions définies par le Code du travail et incluses dans le statut visent à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l'amélioration des conditions de travail, à l'impact du processus de production sur l'environnement extérieur de l'entreprise. Ne l'oublions pas. Les CHSCT des entreprises nationales et de leurs établissements disposent de droits nouveaux. Arrêt immédiat de la production en cas de non-respect des prescriptions statutaires, législatives et réglementaires pouvant avoir des conséquences graves ou
Absence de mise en œuvre des mesures de prévention préconisées, de dangers graves et imminents. Décision unilatérale concernant le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d'information. Avis suspensif concernant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Par exemple, transformation importante des postes de travail, modification de l'outillage, changement de produit ou de l'organisation du travail, modification des cadences et des normes de productivité, mutations technologiques importantes et rapides. Le CHSCT d'établissement doit obligatoirement donner son accord concernant l'organisation matérielle du travail, c'est-à-dire la charge de travail, le rythme de travail, la pénibilité des tâches, l'élargissement et l'enrichissement des tâches, l'environnement physique du travail, la température, l'éclairage, l'aération, le bruit, la poussière, les vibrations, l'aménagement des postes et des lieux de travail, la durée et les horaires de travail, l'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail posté, les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail des salariés. En cas de désaccord entre le CHSCT d'un établissement et la direction de l'établissement, le CHSCT de groupe est saisi. Les membres du CHSCT sont désignés par le comité d'entreprise, sans être nécessairement membres du comité d'entreprise. Le président du comité d'établissement assure la présidence du CHSCT. Un CHSCT de groupe est mis en place à l'échelle de l'entreprise nationale, chargé de la coordination de l'activité des différents CHSCT des établissements. Passons maintenant au conseil d'atelier. Des conseils d'atelier sont mis en place dans chaque collectif de travail dans les établissements. Ils rassemblent tous les salariés d'unités cohérentes de production. Ils se réunissent au moins 2 heures, une fois par mois, sur le temps de travail qui est rémunéré. Ils sont animés par un membre de l'atelier désigné par ses pairs. Leur but à ces conseils d'atelier est de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail en liaison avec le CHSCT, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Ils transmettent leurs doléances à leur hiérarchie, au CHSCT et au comité d'entreprise. Ils peuvent faire appel auprès des instances nationales du groupe. Passons maintenant aux commissions administratives paritaires d'établissement. Dans chaque établissement de ces entreprises nationales, des commissions administratives paritaires sont mises en place, composées à égalité de représentants de la direction et des salariés. Elles traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles et sont obligatoirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant un impact sur la gestion des salariés, le détachement entrant et sortant, l'accueil en disponibilité, la titularisation, l'avancement de grade ou la promotion de corps, le recours en évaluation, les demandes de mobilité, etc. Elles auditionnent les candidats à un emploi. Elles remettent leurs conclusions au comité d'entreprise et aux directions des établissements. Elles sont présidées par le responsable de la gestion du statut, qui dépend du président du comité d'établissement. Évoquons maintenant les commissions de délibération publique. Chaque établissement des entreprises nationales met en place des commissions de délibération publique dans les villes où se trouvent les sites de production. Le but de ces commissions est double. Il vise en premier lieu à permettre à l'entreprise de donner des informations aux habitants des territoires où elle est implantée. Ces informations sont de toute nature. Le bilan de l'entreprise au regard des normes anti-pollution, les perspectives d'emploi, les nouveaux produits ou services, les nouvelles technologies, la coopération internationale, la lutte pour l'égalité des salariés entre les hommes et les femmes sur les questions de salaire et autres, l'état de réalisation du plan.
Ces réunions visent en second lieu à faire remonter les doléances éventuelles de la population vis-à-vis de l'entreprise. Ces réunions se tiennent une fois par trimestre, en soirée, pour favoriser la participation de la population. Elles peuvent se tenir, le cas échéant, dans l'entreprise. Lors de ces réunions, l'entreprise est représentée par la direction de l'établissement et un responsable de chaque syndicat. Chaque site organise une journée portes ouvertes une fois par an à laquelle peuvent participer les habitants du territoire et les salariés. À l'échelle des groupes, une commission de délibération publique est mise en place. Elle a exactement le même rôle que les commissions de délibération publique des établissements. Et elle permet une transparence tout à fait décisive sur le fonctionnement de l'entreprise. On entend parler parfois, souvent, de droits nouveaux pour les salariés. Eh bien, là, il y a des propositions concrètes.